Taxi FM. Taxi FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour analyser et commenter comme toujours les grands sujets de l'actualité cette semaine. Taxi Presse, la grande messe de vendredi, c'est avec Abi Alpha Isotou, le patron de l'hebdomadaire Le Rendez-vous, Fabrice Pétiesi, le patron du bi-hebdomadaire Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative. On sera rejoint aussi en studio par Loïc Lawson, le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. C'est ensemble que nous analyserons et commenterons des grands sujets de l'actualité, on le disait, l'actualité politique, on va en parler. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM Lomé. Et d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Nous allons commencer par le quotidien Togo Matin. Pour la réussite des sommets, CEDEAO, CAC, UEMOA, UNIR implore la miséricorde divine à travers une série de prières et de cultes. Vous lirez l'article à la page 2. Industrialisation du Togo, séjour d'une délégation conduite par le ministre Atigbe Iou en Chine. Eh bien, vous verrez quand même une image de leur arrivée à l'aéroport à la une du journal Le Togo, un matin bien sûr. Et dernière minute, Gilbert Bahora et la C14 hier à Accra. Vous lirez l'article dans le journal. Agome Goulouzou, entre défis et ambitions de révolutionner la riziculture au Togo. L'article à découvrir dans le journal depuis sortie de crise politique. Lobbying de dernière heure de la C14 au Ghana. Le confrère en parle. Elle revient également sur la diplomatie du Togo à l'étranger. 2 documents pour renforcer la présence du Togo dans le monde. Vous lirez cela dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté revient sur les recommandations de la CEDEAO qui est en vue, ou qui sont en vue si vous voulez. Quelle atmosphère après le 31 juillet? L'interrogation à découvrir dans le journal depuis. Le PT et l'EMT qui invitent, ce sont les évangéliques et les méthodistes qui invitent donc la CEDEAO à mesurer la gravité de la situation au Togo. Le G7 appelle les chefs d'État au respect des principes de démocratie. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Liberté aux pages 3, 6 et 7. Togo Debout, lui, maintient son meeting demain à Baie Kondiadji malgré l'interdiction du gouvernement. Et puis, indécence du travail, exploitation humaine, traitement inhumain. Le mouvement Martin Luther King appelle à une révolution sociale dans les sociétés de la zone franche. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie évoque les comptes extérieurs 2016 du Togo, excédant de plus de 107 milliards dans la balance des paiements, écrit notre confrère avec bien sûr la photo de Kossi Tenou. C'est lui le patron national de la BCEAO. Pour une meilleure pratique des règles diplomatiques, le ministère des Affaires étrangères présente 2 manuels à l'usage des diplomates togolais et puis réduction de la fracture numérique. Le Conseil africain des régulateurs s'active. L'éveil de la nation. L'éveil de la nation parle de la paix, surtout du prix de la paix et de la stabilité. Lomé vibre aux couleurs de l'Afrique centrale et occidentale. Implication de la CEDEAO pour une sortie de crise et si des menaces de sanctions accompagnaient la feuille de route. C'est l'interrogation du confrère qui revient également sur la 10e ou le 10e sommet des BRICS. Faure Gnassingbé joue dans la cour des grands, écrit le confrère L'éveil de la nation. Il y a l'autre bi-hebdomadaire, c'est l'alternative politique. Les dessous de la visite de la C14 à Accra, le confrère revient là-dessus.
et évoque aussi le cas des églises évangéliques et méthodistes qui préviennent sur la capacité du peuple togolais à prendre son destin en main. Vous lirez l'article dans le journal à la page 6 ainsi qu'à la page 3. Licenciement abusif, Ethiopian Airlines et Ecobank foulent aux pieds une décision de justice. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur la direction de l'urbanisme et de l'habitat des Ristournes qui suscite la colère des agents. Vous lirez l'article dans le journal L'Alternative. Le confrère qui évoque aussi la guéguerre au niveau du port autonome de Lomé de la LCT. Les dockers ralentissent leurs activités. Vous lirez l'article dans l'Alternative. Il y a le tonnerre qui revient également sur le sommet UEMOA, CEDEAO, CAC et CEDEAO même. 3 grandes rencontres internationales prévues la semaine prochaine à Lomé. Un pari réussi pour Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre. Et puis, 10e sommet des BRICS à Djobour. Le chef de l'État togolais participe activement aux travaux. Et puis, la feuille de route de la CEDEAO, les dernières consultations à Accra avant le sommet de Lomé. Vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre. Et puis, il y a la voix du peuple aussi qui est dans les kiosques. Plein feu sur la capitale togolaise. Les 30 et 31 juillet prochains, 2 dates, 3 sommets à Lomé. L'article a découvert dans le journal. Et puis la crise sociopolitique togolaise, la rue ou les élections pour le choix d'un président de la République. Vous lirez l'article dans le journal La Voix du Peuple. Temps nouveau aussi, qui titre sur Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO, un leadership bien assumé, écrit notre confrère qui s'intéresse aussi aux postes de télécommunications au Togo. Les régulateurs ouest-africains évaluent le free roaming à Lomé. Le dernier journal ce matin, c'est Togo Réveil. Lomé accueille 3 grands sommets en 2 jours, UEMOA, CEDEAO et l'historique sommet CEDEAO-CAC. L'article est à lire à la page 2. Nigeria, la guerre de l'électricité n'aura pas lieu, écrit notre confrère qui s'intéresse également à la performance et qualité à la brasserie Bébé Lomé. La star nationale Pils, médaillée d'or international du goût supérieur. Vous lirez l'article dans le journal Togo Réveil. Alors, dans les kiosques ce vendredi ou Togo Réveil, vous avez Temps Nouveau. Il y a la voix du peuple, le tonnerre, l'alternative, l'éveil de la nation. Vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin et le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour à vous tous. Bonjour Abi Alpha Isotou. Bonjour confrère, bonjour à tous les amis. Bonjour confrère, tous les amis autour de la table et à ta rédaction. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Loïc, là sur votre micro. Bonjour Eric Gator, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Parfait. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères, bonjour aux auditeurs. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Fabrice Petizi. Bonjour à toi et bonjour également à tous les confrères ici présents. Je n'oublie pas les auditeurs. Bien sûr, et les auditeurs de Taxi Presse que nous saluons chaleureusement ce matin. Ferdinand, on va commencer par vous puisque vous avez souhaité revenir juste un court moment sur une formation qui a lieu le mois prochain, une formation co-organisée par votre journal Alternative et l'Institut technique de l'informatique et de la communication Aldus. Oui, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça fait la 2e édition qu'on le fait. Pendant les vacances, on essaie d'occuper un peu ceux qui veulent s'essayer au journalisme. Donc, cette année, on l'a intitulé Écrit pour les médias. Oui. Et nous essayons d'initier les gens sur plusieurs modèles, la presse écrite, audiovisuelle et puis la presse en ligne. L'année dernière, ça a été fait. Cette année, on va reconduire la même formation pour 6 semaines, du 13 août au 21 septembre. Et puis bon, à l'Institut Aldus, que tout le monde connaît, c'est là où nous travaillons. C'est fait en collaboration avec Aldus. Et nous invitons ceux qui souvent veulent venir dans nos rédactions pour apprendre quelque chose, alors que toute l'année on n'a pas le temps de les recevoir, de passer se renseigner. Mais vous ne nous formez pas pour le journalisme, vous donnez des notions. Non, on donne des notions. L'année dernière, on a donné des notions à pas mal de gens. Certains se sont lancés dans la création des sites internet. Je les vois sur les plateformes
forme avec des articles. Ça veut dire que bon, ça commence par venir. Et puis après, bon, nous essayons de leur trouver aussi quelques stages, des stages de quelques jours, quelques semaines pour la perfection de ce qu'ils ont eu à apprendre. Donc je crois que les jeunes sont intéressés et cette année on les invite à venir se renseigner à Aldus ou à appeler la rédaction d'Alternative pour s'informer. Très bien, écoutez, on aura forcément l'occasion de revenir sur cette information avant donc, le démarrage de cette formation le 13 août prochain. On va maintenant attaquer certains grands sujets que nous avons programmé pour le débat de ce matin. Mais cette information sur laquelle vous êtes revenu hier, Fabrice Pechesi, et ce matin je constate que l'Alternative aussi en a parlé, c'est ce qui se passe au niveau de Ethiopia Airlines et Ecobank. Ethiopia Airlines et Ecobank ont envie de défier notre justice, c'est bien ça? Bon, envie de défier, je ne sais pas, ils défient déjà la justice, il faut le dire tout simplement. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe à ce côté? Non, mais je crois, pour faire simple, vous savez, on a toujours l'habitude de dire que notre justice est une justice corrompue, notre justice ne fait pas son travail, notre justice... Vous en parlez à longueur de journée. Alors, on en parle tout le temps ici. Et pour une fois, quand la justice, en tout cas, prend de la hauteur et se prononce sur certains sujets, nous disons, bon, c'est des moments où il faut applaudir, où il faut saluer. Il faut saluer parce que souvent, la justice en réalité, elle est faite pour la veuve et l'orphelin. Et tu sais pas, c'est Ecobank, quand on parle d'Ecobank, on sait que c'est un gros morceau, c'est une grande entreprise. Quand on parle d'Ethiopia Airlines, c'est une grosse boîte. Oui. Mais maintenant, il s'est fait que un compatriote togolais qui a eu à être licencié abusivement par Ethiopian a porté plainte au niveau de la justice pour qu'il soit dédommagé. Comme on en parle souvent dans nos papiers ou bien dans nos écrits. Oui. Et il s'est vu que pour une fois, nous disons, la justice a dit la vérité ou bien la justice lui a donné raison parce que face à des turbos ou à des titans comme ces entreprises, et si notre justice a voulu être laxiste, elle pouvait facilement se laisser faire. Oui. C'est-à-dire, je vais dire, se laisser corrompre, même si on peut le dire comme ça. Ne pas rendre justice. Excusez, et à tous les niveaux, dans ce dossier, à tous les niveaux de la justice, Cour d'appel, Cour suprême, le Togolais, le compatriote a eu à gagner le procès. Et au finish, le président de la Cour suprême a insisté pour que, nonobstant tout recours, ce monsieur puisse rentrer au moins dans 50% de ses droits. Et voilà là où le X se trouve. Entre-temps, Ecobank était prête à décaisser le fonds, puisque les comptes ont été saisis là-bas, pour qu'on essaye que le monsieur rentre dans ses fonds. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas entre-temps. Il y a eu des mains noires qui se sont mêlées. Dans le dossier? Oui, pour ne pas faire aboutir le dossier. Et tu sais, le comble dans tout ça, et moi, si c'est pas ça, je ne vais même pas écrire. Le comble, c'est que on brandit le nom de la présidence, du président de la République, comme si lui... Encore? Mais oui, c'est ça qui est le drame. C'est-à-dire, il y a des autorités qui font tout pour que ce monsieur ne rentre pas dans ses fonds, et juste parce que, pour des raisons qu'on ignore, mais souvent, on a dit, c'est le président de la République qui a dit, c'est la présidence qui a dit. Qui a dit? Et là, voilà, Ecobank, qui est une banque panafricaine qui devait se mettre au-dessus, se laisse aussi entraîner dans ce jeu. Ethiopian, même chose. Et pendant ce temps, le monsieur est en train de mourir. Le monsieur est en train de mourir silencieusement. Bon, un peu pour dire, ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui, d'avoir des soucis avec ces banques ou avec ces agences, ces grosses compagnies. Et une fois que notre justice donne raison aux compatriotes, mais la moindre des choses, c'est d'exécuter. Ce que j'ai aussi dénoncé dedans, c'est que, est-ce que si c'est le contraire qui se passait, oui, que la justice éthiopienne donne raison à un compatriote éthiopien et qu'il y a une entreprise togolaise qui s'installe là-bas, tu crois qu'elle peut avoir le toupet, le culot de ne pas s'exécuter? C'est ça le drame. Et pire, pour finir ce dossier, nonobstant le président de la Cour suprême qui a pris cette décision, oui, en tout cas, ou la Cour suprême qui a pris cette décision, des avocats de l'autre partie, c'est-à-dire ont tenté
un avocat, par contre, je ne suis pas pour le d'aller faire des propositions au président de la Cour suprême pour dire de revenir sur sa décision. Il veut corrompre le président de la Cour suprême aussi. Oui, je dis bien de revenir sur sa décision. Heureusement, bon, beaucoup, c'est pas moi qui le dis, beaucoup en parlent souvent dans les médias que Gamato, on a la chance d'avoir au moins quelqu'un qui s'appelle Gamato à la Cour suprême, qui est, on peut pas, l'homme n'est jamais à 100% pur, mais qui est plus ou moins incorruptible. Donc, lui, il a dû dire niet à ses avocats. Et voilà, aujourd'hui, ça traîne. Après qu'il ait dit niet, maintenant, on trouve la Libye de présidence, de président de la République. Et moi, j'ai dit fort à d'autres champs. Il a trop de problèmes déjà avec son opposition, avec la société civile, pour encore se mêler dans un dossier qui n'est nullement pas politique. Alors, comment ça se fait que dans notre pays, quand il y a un dossier dans les rouages de la justice, et que des gens se disent que, bon, voilà, on considère que c'est la présidence qui appelle, c'est le chef de l'État qui doit quand même intervenir, ou c'est sous son coupole que tout cela se fait. Pourquoi des gens veulent s'appuyer souvent sur la présidence pour se faire justice dans certains dossiers? Fabrice, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oh, c'est simple. C'est généralement Trafic d'influence. Oui, c'est des trafic d'influence, bien tentatives sûr. d'intimidation et d'influence et tout. Parfois, la personne n'a rien à voir. Peut-être le chef de l'État n'est même pas au courant. Il y a eu même des situations où parfois, lorsque le chef de l'État a appris, il tombait des nues. Donc, généralement, et c'est pour cela, et quand vous êtes, il ne faut pas céder à ce type de, surtout quand vous êtes certain que vous êtes dans le droit chemin. Il faut simplement pas céder. Et quand vous tenez tête, vous finissez toujours par... parce que plus vous tenez tête, ça fait du bruit. Mais visiblement, ça marche, hein, ce trafic d'influence-là. C'est la présidence qui a appelé, c'est le chef de l'État lui-même qui conduit ce dossier, c'est lui qui a dit de faire comme tel, comme tel. Oui, bien évidemment, c'est pour cela maintenant il revient au magistrat d'être à la hauteur et de ne pas se laisser intimider. Bon, aussi faut-il que le chef de l'État, effectivement... ça m'étonnerait quand même qu'un chef de l'État descende, comme on l'a dit, bon, généralement quand c'est des affaires à cheval entre la politique et autres, là on peut se dire qu'il peut avoir des pressions venant de quelque part, mais sur des dossiers où bon, c'est un individu qui réclame tout simplement ses droits vis-à-vis d'un opérateur économique, je ne vois pas en quoi ça peut concerner. Mais les gens l'utilisent. Ce n'est pour rien que parfois certains même cherchent à s'afficher dans certaines sphères juste pour se faire... Il y en a même qui prennent des noms qui ne sont pas en réalité leurs noms, juste pour impressionner les gens. Vous avez vu... Il y avait un certain temps, tu sais qui je suis, ce genre de phrases. Quand ça commence comme cela, il faut comprendre que c'est des intimidations. Et donc, effectivement, parfois ça marche pour eux. Mais quand vous tombez sur un caïd qui n'a rien à se reprocher, ça finit toujours par se faire savoir. Donc, il ne faut pas se laisser intimider, c'est tout. Ferdinand, vous aussi, vous en avez parlé ce matin. Oui, je crois que c'est... Ecobank éthiopien, c'est quand même curieux quand même pour ces dinosaures. Oui, je crois comme que... Éthiopien et Ecobank. Oui, je crois que, vous savez, quand dans une société dite démocratique, un citoyen a des soucis, c'est la justice qui est le dernier rempart. Bien sûr. Et si la justice rend un verdict et que des gens s'organisent pour ne pas appliquer le verdict, il y a forcément un problème. Et c'est ce qui arrive à ce compatriote-là qui a été licencié abusivement par Ethiopian pour une compagnie pour laquelle il a travaillé, je crois, pendant 17 ou 18 ans. Et il a décidé d'aller à la justice et il a gagné le procès sur toute la ligne. Et ça fait 7 ans qu'il est à la maison, vous imaginez. 7 ans oui, qu'il est à la maison. Il mène ce combat. Oui, à un moment donné, la compagnie qui savait qu'elle était dans une situation un peu délicate a voulu négocier pour qu'il revienne reprendre le boulot. Il dit, mais je suis à 1 an de ma retraite et je ne vois pas pourquoi je vais revenir travailler 1 an et partir à la retraite. Je préfère qu'on me paie mes indemnités, les dommages et intérêts pour que j'aille me reposer. Et donc, la décision a été prise par la Cour suprême. Maintenant, il faut qu'elle soit exécutée. C'est là où il y a des trafics d'influence, comme on vient de le dire ici. Je ne pense pas qu'un chef d'État se mêle à des histoires comme ça. C'est des gens qui utilisent les noms
de la présidence ou la proximité pour essayer de jouer sur certaines décisions. Je pense que dans ce dossier, c'est les deux sociétés qui jouent leur image, c'est-à-dire que Ethiopian d'abord, qui est une compagnie, une très grande compagnie d'ailleurs, l'une des premières en Afrique, qui dessert un peu partout et qui est appréciée, donc qui joue son image. Et puis après, il y a une banque, EcoBank, qui joue aussi son image. Vous savez que EcoBank Togo a été toujours au cœur de certaines polémiques, surtout quand les gens décèdent et que les familles parfois veulent récupérer les fonds de leurs parents décédés. C'est toujours compliqué. Oui, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des réseaux qui utilisent ces fonds-là. Et donc, le compatriote est dépassé parce que face à cette machine-là et aussi parfois au jeu trouble de certains avocats qui ont intérêt à faire bloquer un certain nombre de choses parce que vous savez, les avocats au Togo, tout le corps judiciaire, quand on dit c'est pourri, c'est vraiment pourri. Il faut avoir affaire à certains cas spécifiques pour se rendre compte que aujourd'hui vous pouvez même prendre un avocat pour vous défendre. Demain, il peut même aller s'allier contre l'autre camp contre vous parce que ce qu'on lui propose de l'autre côté est plus élevé que ce que vous devez lui donner. Et ça arrive tous les jours à des gens qui font comment on appelle ça, qui font confiance aux avocats, qui les prennent sur des dossiers, que les mêmes avocats se retournent contre eux. Et donc ce compatriote ce sujet-là aussi est en détresse. Très souvent dans la presse où vous prenez un avocat, l'avocat qui est censé vous défendre, ça lie avec la partie adverse pour que vous plongez. Ça arrive tous les jours. Vous savez, à partir du moment où les gens bénéficient d'une certaine impunité, parce que si aujourd'hui vous avez Maya partir avec un avocat, vous allez le signaler à l'ordre des avocats, comment ça s'appelle ça, le barreau, ils sont protégés. Si vous allez chez les notaires, ils se protègent entre eux. Vous savez qu'aujourd'hui, les notaires au Togo sont au cœur des scandales. Nous sommes en train de mener des enquêtes depuis bientôt 6 mois. On va faire un grand dossier sur les notaires qui sont en train de déposséder les familles, des veuves, les orphelins, qui trafiquent les testaments. Vous retrouvez certains notaires aujourd'hui dont les comptes sont bloqués dans les banques parce qu'ils ont fait faux usage de faux. Et donc, oui, et ce milieu-là est tellement pourri. Et donc, nous sommes sur ce dossier-là depuis des mois. On va sortir un grand dossier et vous allez voir. S'il y avait la possibilité pour les citoyens de faire condamner ces genres de personnes, je pense que certains cabinets n'oseraient pas aujourd'hui. Donc, pour revenir sur le dossier qui nous concerne, je pense que le cas de ce compatriote est quand même, je sais pas, préoccupant. Et il faudrait que la banque et la compagnie éthiopienne acceptent de se plier à une décision de justice et de mettre le monsieur dans ses droits afin que il puisse jouir de sa retraite tranquillement. Très bien. Écoutez, Abi Alpha, je crois que pour ajouter, il faut même cette histoire de Ethiopian Airlines et EcoBank. Oui, moi je vais dire surtout côté justice togolaise. Je vais dire que c'est vrai, c'est deux grosses boîtes quand même. Mais pour le moment, à mon niveau, il n'y a pas encore débat. Parce que nous savons aussi comment la justice procède. Quand elle rend des ordonnances, elle sait comment les faire exécuter. Donc si la justice veut aller jusqu'au bout, elle sait quoi faire. Ethiopian et EcoBank ne sont pas des hors-la-loi. C'est des entreprises tout comme les autres, des personnalités morales qui sont soumises à la même trempe que ton entreprise et la mienne, quoi. Donc si la justice veut aller loin, c'est-à-dire veut aller au bout de sa logique, parce que il faut dire que la justice, c'est vrai, on n'a pas encore fini d'en parler, mais les choses commencent par bouger. Il y a quand même une inspection qui travaille, il y a de temps en temps on tape sur le doigt de certains et certains beaucoup sortent quand même de ce carcan de la corruption là. S'il n'y avait pas ça, un individu comme ça n'aurait pu avoir raison contre deux boîtes de cette envergure. Maintenant, je dis encore qu'il n'y a pas de débat. Si la justice veut aller au bout, être juste vraiment, comme le nom l'indique, c'est parce qu'il y a un problème aujourd'hui qu'on n'a pas. Oui, c'est pourquoi on est en train d'interpeller pour qu'elle sache qu'elle doit aller jusqu'au bout. Quand moi je m'endette aujourd'hui que je mets par exemple ma maison en gage, demain, là je sais quoi faire pour que tout comme les banques. Quand tu vas prendre un prêt en banque aujourd'hui, tu mets ton terrain, le papier de ton terrain. Si l'échéance est dépassée, tu n'es pas en règle, on sait quoi faire.
Donc, moi, je sais que la justice, si elle veut aller au bout, elle veut vraiment aller dans la logique de ce qu'elle fait pour tout le monde. Elle sait quoi faire. Maintenant, par rapport aux auxiliaires, moi, j'ai dans mon cas personnel, j'ai eu à commettre un avocat. La première fois où je devais me présenter devant le juge, je viens dans la cour de la justice, je trouve l'avocat qui parlait avec un autre avocat. Et c'est mon avocat qui démontrait comment je n'avais pas raison. Votre avocat? Mais si, depuis ce jour-là, j'ai suivi leur échange pendant 2 minutes, je suis allé rentrer chez le juge. L'affaire s'est terminée, mais je ne suis jamais retourné dire bonjour à cet avocat, ni même que lui m'appelle. Je dis c'est lui, je ne donne pas les noms, mais je crois qu'il nous écoute. C'est lui qui démontrait à l'autre avocat. L'autre avocat dit non, non, et il démontrait comment je n'ai pas raison. Et vous comprenez quoi? J'ai aussi publié ici un dossier d'une notaire qui a passé par perte et profit la vente d'un terrain de 840 millions appartenant au Gatiglo. C'était la femme elle est notaire, c'était la femme d'un grand monsieur de la place. Ce dossier-là est passé comme ça parce que vous connaissez bien les ramifications. Donc, les auxiliaires de justice, la dernière fois quand j'allais au série, Ferdinand a été le premier à me proposer l'avocat. J'ai dit, je m'en vais seul. Je ne prends pas d'avocat. Je suis allé, Dieu merci, je suis revenu. Donc, moi, je pense qu'il faut que, quand ce n'est pas trop, il faut faire économie de certains auxiliaires. Quand vous êtes en famille, que vous pouvez gérer, que d'aller remettre vos biens à un individu, un van 8 pieds qui... Non, on ne va pas les insulter. Si, quelqu'un... Non, Abi Alpha, non, calmez-vous, je sais. Ceux qui escroquent, c'est des van 8 pieds. Moralement, ils ne valent rien dans la société. C'est ça la racine du mal de la société. C'est vrai que notre justice aujourd'hui a un problème. Depuis la modernisation de la justice, excusez-moi bien. C'est gérable qu'on gère que d'aller prendre... Votre papa aurait fait ses 4 à 60 ans, il vous laisse un héritage entre deux, vous ne vous attendez pas, vous allez, et puis un notaire met la main là-dessus. Loïc Lawson, c'est vrai que Ferdinand dit qu'il est en train de boucler une enquête par rapport donc, aux auxiliaires de justice, notamment les notaires, qui sont aujourd'hui les plus riches du Togo. Mais quand vous confiez un dossier à un avocat, ou vous allez au tribunal voir un juge, et qu'on décide d'affecter votre dossier à un huissier, c'est un crime aujourd'hui. Un notaire, excusez-moi, c'est un crime aujourd'hui? Non, c'est pas un crime. Mais sauf si c'est fait de bonne foi. C'est-à-dire, s'il y a une famille, par exemple des héritiers, des ayants droit, qui ont des problèmes pour essayer de gérer les biens de la succession, et qu'ils ne s'entendent pas parce qu'il n'y a pas eu un testament au préalable, parce qu'on est en Afrique et très souvent il n'y en a pas, et habituellement ils se transportent à la justice. La justice est là pour régler leurs problèmes. Mais ce qui se passe, c'est que Ferdinand dénonce, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, des juges, chaque juge a son notaire. Quoi? C'est-à-dire... On leur affecte déjà? Oui, c'est-à-dire quand la famille ne s'entend pas et que le juge sent que cette succession a énormément de biens. C'est beaucoup d'immeubles, c'est beaucoup de biens. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il dit, bon, il faut qu'il y ait un administrateur pour gérer vos biens. Oui. Comme ça, il n'y a plus la... Normalement, c'est bien, c'est comme ça doit se passer. Mais sauf que, une fois que l'administrateur prend en charge vos biens, mais vous-même, vous ne comprenez plus rien. C'est lui qui gère tout. Il gère tout, il prend ses indemnités et vous n'êtes même pas au courant de combien il prend. Parce que quand ils prennent comme ça, quand ils prennent comme ça des immeubles, surtout si c'est dans le grand marché, ils vident l'immeuble. Parce qu'ils savent qu'il y a des preneurs. Et maintenant, il y a des nouveaux preneurs avec de nouveaux contrats. Ou bien ceux qui sont dans l'immeuble, on leur fait de nouveaux contrats. Et au finish, le notaire ne vous dit même pas combien votre immeuble vous revient. Combien ça va vous coûter. Et entre-temps, je disais tout à l'heure en offre, j'ai fait un article sur la famille de Souza Gazozo. Oui, Gazozo. C'est le plus grand propriétaire de Lomé. Mais ce monsieur a des biens pas possibles partout. Mais va voir, ses enfants se déchirent, la famille se déchire. Pourquoi? Parce que juste il y a un notaire, une dame qu'on a mis à la tête. Tout à fait. À la tête pour administrer. Et la dame, maintenant se retrouve à s'enrichir sur le dos des enfants. Les enfants ne savent même pas combien rentre. Et pourtant, je dis, les immeubles, Dieu seul, tout le monde connaît Gazozo. Attends, je donne même pour compléter ce dossier. À un moment donné,
Et les enfants sont retournés même à la justice. La justice a dépossédé le notaire de l'administration. Le notaire a fait appel. Oui. Le notaire a fait appel. C'est très important ce qu'il a dit. Justement, j'ai oublié cette partie. Le notaire a dû faire appel. Parce que quand ils sont partis voir le juge, vous dit, ils veulent plus de ce notaire. On n'a qu'à leur changer. Tu imagines, un notaire, on te dit de quitter. Tu dis non, tu fais appel. Moi, je veux de vous. Vous lui arrachez le beefsteak. Le notaire a fait appel. Après, avocat contre les enfants. Pourquoi? C'est pas pour lui, les gars. Ainsi va le Togo. Sincèrement, c'est un grand dossier comme dit Ferdinand. J'attends de lire ce que Ferdinand va faire. Si vous lancez un appel avant que Fabrice ne prenne la parole, vous lancez un appel tout de suite là à la radio, que tous ceux qui ont des soucis avec les notaires, de passer déposer leur dossier ici, vous ne pouvez même pas enregistrer. Parce que ce qui me fait mal, c'est que dans notre constitution, on dit l'État protège les citoyens contre toute forme d'escroquerie, d'abus, d'injustice. On a l'impression que tous ces auxiliaires de justice ont je ne sais pas comment dire ça, une immunité, qu'on ne peut pas les poursuivre, qu'on ne peut pas les arrêter. Mais c'est eux qui font plus de dégâts dans la société. Je vous jure que vous prenez les notaires aujourd'hui, certains ont des réseaux, des relations, mais c'est eux qui s'enrichissent. Même les juges n'ont pas grand-chose. Le juge, c'est vrai que parfois il y a un peu de corruption, il a son salaire, mais les notaires, mais c'est eux qui contrôlent la justice. C'est les plus riches aujourd'hui. Oui, c'est les plus riches. Vous voyez les immeubles qui poussent un peu en ville, si vous faites le point, c'est les notaires. Parce que c'est eux aussi qui sortent l'argent de certaines personnes du pays vers l'extérieur. Et vous allez voir tous les notaires aujourd'hui. Comment ils s'y prennent? Oui, par des actes notariés, pour qu'on ne puisse pas les déranger le fait de sortir de l'argent. Vous voyez, tous les notaires aujourd'hui ont presque des immeubles à Paris. Tous les notaires ont des appartements à Paris, oui, je vous dis. Et sur le dos des pauvres citoyens qui se battent pour la succession. Donc finalement, comme on le disait en offre, certains parents ont raison de vendre leurs biens avant de mourir. Parce que finalement, les biens ne servent plus à personne. Il vaut mieux ne pas laisser des biens pour vos enfants. Hein. Oui, bien évidemment. Je crois que de votre vivant, il vaut mieux régler ça avant de... Mais généralement, ça se règle comment? C'est avec un notaire. Mais malheureusement, or, la profession de notaire, c'est une profession un peu sacrée qui se rapproche même un peu du spirituel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous confie un secret que vous ne devez pas trahir. Or, malheureusement, aujourd'hui, bon, vous voyez, vous avez des biens. Parfois, même les enfants ne sont pas au courant de tous vos biens. C'est après votre décès qu'on fait que le notaire informe. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conflits dans des familles. Parfois, le notaire s'entend avec certains. Et puis contre les autres. On fait 50-50. C'est-à-dire que si on est trois pour trois immeubles, on déclare un, ou bien on déclare un compte bancaire. Maintenant, le notaire et moi, on se partage. C'est ça. Et on revient. Donc, c'est un peu dangereux. C'est la déchéance morale. Parce que, comme je le dis, il n'y a pas quelqu'un d'autre que le notaire à qui il faut confier ces choses-là. Alors, si aujourd'hui, il y a un problème de confiance vis-à-vis de ceux qui exercent cette profession, je crois qu'à un moment donné, il faut régler le problème dès que vous êtes vivant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont trop riches. Et on ne sait pas comment cette richesse peut s'expliquer. Ce n'est pas des commerçants, ce n'est pas des industriels, ce n'est pas des... Je sais pas quoi. Ils ne sont pas héritiers aussi. Ils ne sont pas héritiers non plus. Mais ils sont extrêmement riches. Pourquoi? Pour avoir fait le droit, il y en a qui ont fait plus que... C'est pas... En fait, ça dit quand tu prends la corporation des juristes, le notaire, ce n'est pas la profession la plus en vue dans le domaine juridique. Les avocats, c'est encore plus prestigieux. Mais on se rend compte que du point de vue des moyens financiers aujourd'hui, ils sont extrêmement riches. Et je crois qu'il est temps qu'on commence par s'interroger sur la manière, comment ils procèdent pour avoir ces biens-là, surtout pour des gens qu'on a connus qui ne sont pas héritiers, qui sont... Alors, quand vous évoquez ces sujets, il y a le sentiment quand même que la réforme de la justice a été un échec, finalement, à tous les niveaux. Eric, il faut dire que la justice, elle marche avec ses démembrements. Elle marche avec le juge, l'avocat, l'huissier, le commissaire-priseur, tout ce que vous savez. Moi, j'aime donner des exemples sur les faits que j'ai vécu. J'ai eu une fois à traverser le désert ici avant de récupérer un titre foncier auprès d'un notaire, parce que je n'étais qu'un simple envoyé et le propriétaire n'est pas là, il devait récupérer le titre foncier pour le mettre à qui du droit pour raison de vente. C'était devenu presque une négociation. Alors que c'est son titre foncier, c'est vrai que ça se trouve avec le monsieur, ça fait belle lurette, mais pour le récupérer, c'était pas facile.
c'est moi qui ai récupéré finalement. Oui. Mais ça n'a pas été. Oui, ça n'a pourquoi? pas été. Donc pour ajouter, il faut dire que ajouter que sur les titres fonciers des gens aussi, ces messieurs-là se font énormément d'argent aussi. Pourquoi ils ne veulent pas rester sur les titres fonciers? Parce qu'ils utilisent les titres fonciers pour faire les prêts bancaires. Exactement. Donc ils s'enrichissent. Oui, les gages dans les banques, c'est ça. Ça passe par là. Donc il faut que je dise que, pour terminer, que c'est vrai, on ne peut pas conclure tout de go mathématiquement que tous les notaires sont comme ça. Non. Il y a des gens qui sont honnêtes. Oui, bien Quand sûr. tu vois leur train de vie avec leurs entrées, tu sais que c'est proportionnel. Mais il y a aussi des gens qui font au-delà de la norme. Donc il faut qu'entre eux-mêmes, ils commencent par se dénoncer. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre ces différentes corporations où les gens se protègent entre eux. Vous comprenez quoi? Entre nous, on ne doit pas s'attaquer, on ne doit pas. Donc c'est comme ça, c'est ça qui a grandi. C'est comme un caste. Exactement, c'est ça qui a grandi, que ce soit au niveau des journalistes, que ce soit au niveau des avocats, que ce soit au niveau des juges. C'est comme ça que des sectes sont formés. Et puis certains pensent que parce que la confraternité. Exactement, on ne peut pas me dénoncer. Je peux faire, je peux me comporter comme. Donc c'est. Oui, les journalistes ils s'attaquent à la c'est comme ça. Donc je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y en a trop qui salissent les noms des autres. C'est aux autres de prendre la disposition pour qu'on sache qu'ils ne sont pas tous de la même couleur. Messieurs, je voulais vous interroger quelques minutes seulement sur le cas de la SNPT et ses 614 agents licenciés depuis un bon bout de temps. Ils sont finalement dans la dèche. Il y en a une centaine environ qui sont décédés. Et depuis lors, la bataille n'a pas encore abouti. Leur chemin de croix reste encore difficile à vivre. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la SNPT, personne ne pense à régler ce problème? Au sommet de l'État, on n'arrive pas quand même à les écouter, Ferdinand. Oui, je pense que ces employés, ou je dirais ces compatriotes qui sont désespérés aujourd'hui, ça s'ajoute à la longue liste de tous ceux qui sont désespérés depuis qu'on a commencé par fermer un certain nombre de sociétés d'État ou des sociétés d'État ont eu des problèmes. Il y a le cas de l'hôtel de la paix. L'hôtel de la paix, l'usine de Dacia à Takpamé, et puis il y a un truc aussi à Kara, je ne sais pas quoi. Et tous ces gens-là rejoignent le lot et beaucoup sont malheureusement décédés. Il y a aussi ceux de Air Afrique, Air Afrique aussi, bien sûr. Air Afrique. Et ça fait mal que l'État ne fait rien pour eux, ou on les laisse à l'abandon, ils meurent à petit feu, ils n'ont plus de dignité, parce que quand vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de dignité. Et pourtant, si je reviens sur le cas de la SNPT, c'est quand même l'un des poumons, oui, si on peut le dire comme ça. Ouais, mais même si ce n'est plus le poumon, c'est peut-être devenu je ne sais quoi, de l'économie avec le port. C'est quand même malheureux que des étrangers continuent de s'enrichir sur le dos du Togo à travers l'exploitation des phosphates, avec les Israéliens, les Indiens, les Indiens qui sont dans l'hôtellerie et tout ça, les Gupta, les Israéliens, tout ça, qui s'enrichissent à coups de milliards, qui font sortir énormément d'argent dans ce pays, et que les Togolais qui ont eu à travailler dans ces sociétés, à souffrir, à être sur les chantiers pendant des années, sont aujourd'hui laissés sur le carreau et meurent à petits coups. Je pense que lorsque nous parlons de mandat social, lorsque nous parlons de la justice sociale, il faut s'occuper de tous ces gens-là. Parce que ça fait 9 ans que ça dure. Il faut s'occuper de tous ces gens-là qui sont aujourd'hui à l'abandon, qui meurent tranquillement dans leur maison sans que personne ne crie au scandale. Loïc. Oui, Eric, tu sais, c'est diriger un État ou un pays, c'est avant tout pour les populations. Oui, bien sûr. On dirait. Mais non, mais souvent, et pour ça je dis, on ne vient pas aussi en politique pour justement s'enrichir. Les gens viennent en politique aujourd'hui chez nous parce qu'ils ont besoin de postes et pour s'enrichir. On fait assez de confusion dans ces choses-là. Et souvent, et tu verras ailleurs, un seul Français a un seul souci. Un Français, pour lui seul, tout l'appareil de l'État est mobilisé. Pourtant, c'est juste un Français inconnu, quelqu'un d'inconnu. Mais nous ici, prenons l'exemple, parlant de SNPT ou de Air Afrique ou de, comment vous appelez ça, Tête de la paix. Beaucoup d'autres. Ces messieurs meurent, leur famille, les enfants meurent tout le temps, mais rien, on ne fait pratiquement rien pour eux. À la limite, ceux qui ont géré le dossier font quoi? Font tout pour que quand le sommet de l'État va être informé, parce que souvent ces messieurs font des mémos qu'ils envoient à la présidence, on fait tout pour les bloquer, pour que le président de la République ne lit jamais. On ne parle de la SNPT, rappelle-toi que le licenciement a été fait quoi? Nuitamment. Oui, en 2009. Nuitamment. C'est la nuit.
à 2h du matin, on est venu afficher la liste de ceux qui sont licenciés. Et dans cette société, quand on licenciait, rappelle-toi bien comment ça s'est passé. Il y avait à l'époque un certain DG qui s'appelait Charles Takou. Bien sûr. Alors, comme le plan était un truc, le Charles Takou, le chef de l'État, lui a demandé est-ce que tu peux. Charles Takou a dit lui, il n'a pas besoin de licencier les 600 personnes pour faire redresser l'entreprise. Qu'il pouvait le faire. Certains qui n'étaient pas d'accord avec lui, comme les Manganawe et consorts qui dirigeaient et le conseil d'administration à l'époque, parce que pour faire la petite histoire, on s'est arrangé pour l'empoisonner. Et quand on l'a empoisonné le soir où il a pris l'avion pour partir se soigner, le temps qu'il revienne, Manganawe signe une note pour dire que vacasse de poste. Oui. C'est des trucs spectaculaires qu'on voit dans ce pays. Alors on se demandait à l'époque si le chef de l'État n'est pas au courant de tout ça. Et le président, le président Faure s'est tué. Il s'est tué dans ce dossier, on n'a jamais rien compris. Oh, Charles Takou était toujours présenté comme son meilleur ami. Oui, puisque derrière Manganawe, il y avait une dame puissante aussi, qui avait joué qui le soutenait et qui était très proche du président de la République. Bien sûr. Donc Faure n'a pas pu parler. J'ai vu votre regard. Il a juste dit à Takou, je vais régler ça. C'était la phrase. Il n'a jamais réglé le problème. Aujourd'hui, les gens là sont en train de mourir. Oui. Et quand ils ont entre-temps essayé de contacter, d'envoyer des mémos au niveau de la présidence, Faure a mis une commission, ou bien il a 2 de ses conseillers pour leur dire de régler le problème. Et le comble, c'est-à-dire, parmi les conseillers, on met le ministre qui était à l'époque complice pour qu'il y ait tout ça là. C'est-à-dire, il y avait Dabipi, qui était ministre des Mines à l'époque. Et on lui confie le dossier des personnes que lui-même il a contribué à renvoyer. Tu comprends? Mais comment il peut rendre compte fidèlement? Aujourd'hui, c'est monsieur, c'est-à-dire, quand ces zones aujourd'hui, on voit des gens sortir, marcher, soutenir les causes de l'opposition, c'est un peu tout ça. Les gens sont irrités, les gens meurent, leurs femmes meurent. Si tu entends des témoignages, leurs femmes se prostituent pour revenir les nourrir. Et comme c'est des milieux où il y a des totems, les messieurs meurent comme ça. Ouais. Au fait, moi je sais que partout où il y a de la démocratie, où l'état de droit existe, où on est soucieux du bien-être des populations, quand il y a licenciement comme ça, souvent même pour qu'il y ait licenciement, c'est tout un débat. C'est un débat national. Oui, regarde en France, avec EDF, quand on veut... Débat. Ça devient un débat national. Et on trouve des formules pour essayer de faire tout pour ne pas on a vu, licencier, ou à défaut, tu verras le Premier ministre, le ministre du Travail, tout le temps sur le même dossier. Nous ici, on s'en fout. Une seule personne, pour ses intérêts, peut essayer d'envoyer tout le monde. 100 personnes par exemple. La SNPT, sans parler de sa gestion, revenons. La gestion est complètement floue. C'est pas moi qui le dis récemment. Il y a un sujet sur RFI qui en a parlé. Elle dit, une société dont la gestion, personne ne se rappelle, toi, à l'Assemblée nationale, le ministre Dabipi a dit clairement là-bas que l'entreprise a fonctionné pendant 10 ans sans comptabilité. Sans comptabilité, bien sûr. Mais on est dans quel pays? Une boîte comme ça a fonctionné 10 ans sans comptabilité. Abi Alpha aussi en a parlé plusieurs fois. On a assez parlé puisqu'il est question de la SNPT. La SNPT, c'est la vente du phosphate. Oui. Il arrive que... on vend du sable et puis on dit qu'on a failli. Exactement. Il arrive que... Je vous vois venir. Non, je ne veux pas parler de ça. Il arrive que toute une cargaison quitte. La cargaison, c'est le bateau, tout le contenu du bateau. Ça quitte, ça va à destination. Quand on vend, c'est à main que les gens vont récupérer l'argent. Et quand on vend du phosphate, un minerai, le premier minerai d'une république comme de la moutarde, sachez que ça va être difficile à faire la comptabilité. Donc quand on vend une cargaison de phosphate, la cargaison moyenne qui n'est pas trop grande fait minimum 1 milliard. Et que les gens font le développement pour prendre l'argent comment vous comprenez quoi? Oui, pour ramener, vous comprenez comment ça se gère. Donc ça ne surprend pas. Je donne un seul exemple pour que on sache un peu c'est-à-dire là où on est quoi. Quand Dacha était fermé, Dacha c'était d'abord les Allemands. Ça marchait plus ou moins. Après, les Allemands sont partis parce que quelque part, il y avait aussi conflit d'intérêts. Pendant qu'ils servaient le pays, ils se servaient aussi. Quand ils fabriquent les pagnes pour le Togo, ils fabriquent les tricots de classe là pour leur pays, tout ça là. Donc il y a eu des conflits et puis ils sont retirés. Maintenant, pendant un moment, une période transitoire, les Togolais ont géré. Et ça marchait. Les Togolais ont géré, ça a marché. Après, un ministre d'Adama est venu, je crois que c'était Jondo. Il était ministre, c'est pas lui qui gérait, mais il était ministre, c'est lui qui a dit. À l'époque, oui, bien sûr. Pour que ça se passe comme ça. Mais on a fait venir des Asiatiques. Ils sont venus ici, ils n'ont rien. C'est dans nos banques que l'État servi de garantie pour qu'on leur donne 2 milliards. À l'époque, 2 milliards, au moment où, dans les années 90, début 90, 2 milliards, c'était vraiment... c'est une fortune. Exactement, c'est le prix des yeux de la tête. Donc,
À peine ils ont commencé par gérer un an et demi après, la grève illimitée est venue, le pays a des problèmes, ils sont partis. Et depuis là, cette histoire-là, une usine qui employait des gens, qui faisait des revenus, c'est resté comme ça. Il y a 2 ans, je vous disais ici que je connais l'entrepreneur qu'on a demandé d'aller évaluer la ferraille pour qu'on vende. C'est-à-dire... On a vendu la ferraille. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Ah d'accord, mais on l'a évalué quand même à J'étais l'époque. là quand l'entrepreneur se plaignait comment lui va faire pour évaluer la ferraille pour qu'on vende une usine qui s'est arrêtée alors qu'elle n'avait aucun problème. Donc c'est pour maintenant. Voilà comment cette usine s'est terminée. Quel sort vous voulez que l'État réserve à ses agents? D'accord. C'est un exemple. Oui. Donc moi je pense que si on ne prend pas conscience du bien collectif et de l'image de l'État, comme de suite on parlait, c'était très bien. Je vous donne un autre SNPT. exemple. La SNPT, là-bas, c'est les exemples. On ne peut pas tout dire ici, ça donne du vertige aux gens à la maison. Parce que certains scandales dans les boîtes comme la SNPT, il vaut mieux ne pas en parler. Tu vois, non? Tout de suite, mais il y a des gens qui meurent. Mais si 614 personnes ont été licenciées en 2009. Non, c'est que et ils sont sur le carreau à Bielsa. En donnant l'exemple de choses, ça dit tout sur la SNPT, comment ça se gère. Je dis bien une boîte qui se fait de cette façon-là. Tu veux comprendre? Actuellement, là où on fait l'extraction, les gens se plaignent qu'ils ne sont pas lotis à la hauteur des gens qui ont la chance de s'asseoir sur du minerai. Ça veut dire qu'on n'a pas vendu des terres aux gens là-bas. Mais avant la c'est pour la parole là. Non, dans ma zone, il n'y a pas de faute. Je termine en disant que on a bien parlé de la justice et des choses là. Il y a un cas particulier. Tout récemment, un monsieur a eu raison contre la CT à la justice. Et la justice a ordonné qu'il reprenne service. Ça fait autour de 2 ans, il est à la maison. Et l'avocat qui le défendait à l'époque, actuellement, il est des avocats de la CT. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Il a l'avocat choisi. qu'il a défendu. Il est actuellement un des avocats de la CT. Suivez mes regards. Il a choisi le choix est clair. Bon, par rapport à la SNPT, allez-y Fabrice. Je crois qu'aujourd'hui, on récolte un peu la mauvaise gestion qu'il y a eu dès le départ, en partant de la CTMB, avec tout ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu la chance de visiter l'office chérifien du phosphate. Mais aujourd'hui, vous allez là-bas, vous allez trouver des jeunes ingénieurs, parfois même des petites filles de 25-26 ans, qui font tout là-bas. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher. Et même, entre-temps, même c'est là-bas, même les Togolais allaient même former nos cadres qui devaient travailler au niveau du phosphate à Koué, mais tout ça là. Aujourd'hui, ils sont loin. Vous allez voir, ils ne sont pas seulement au niveau des phosphates, ils fabriquent également des engrais, ils traitent les eaux. Et quand vous voyez, vous sentez quand même qu'il y a une organisation à la base qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, il y a eu une mauvaise gestion dès le départ. Aujourd'hui, les gens sont là. Bon, ils sont là et parfois même à d'autres postes. Mais si on doit poursuivre des gens aujourd'hui, on les connaît. On sait que ceux qui ont géré la chose à un moment donné, des bateaux qui ont été détournés, malheureusement, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est aussi ça le problème, parce que aujourd'hui la chose est tombée et bon, les gens ont pillé. C'est vrai que c'est alarmant ce qu'est devenu le phosphate togolais. Même à l'époque où dans les années 74 ça a marché, on n'a pas réussi également à faire à investir d'une manière à ce que même si aujourd'hui on ne puisse qu'amortir ne serait-ce que le matériel qui sera exploité. Et donc je crois qu'à un moment donné, il y a de ces situations-là qui deviennent embarrassantes parfois pour les premiers décideurs qui doivent... Quelqu'un a dit tout à l'heure que les gens veulent rentrer en politique pour avoir des postes. Il y en a qui ont eu des postes, mais ils veulent rester en politique pour se protéger. Et vous allez voir... Aujourd'hui, des gens, il suffit qu'on tente de mettre la main sur certains, on va dire que bon, on fait preuve d'ingratitude. Ah, d'accord. Ils ne sont pas loin de te dire que ben, tu ne sais pas comment on a fait, ton père a fait 38 ans au pouvoir. Tous ces genres de situations. Parfois, ça fait que on a l'impression qu'on ferme les yeux sur ça. Mais on les connaît, on sait qui a fait quoi dans aujourd'hui, ce qui est considéré comme échec de la SNPT qui a pris plusieurs noms au cours de son existence. Très bien. Avec mes confrères Ferdinand Haïté, Fabrice, Péchézi, Abi Alpha et Loïc Lossom. Et Loïc, cette affaire de la SNPT là, est-ce que ça va s'arrêter un jour, surtout par rapport à ceux qui réclament leurs droits depuis 9 ans maintenant? Est-ce qu'on connaîtra la fin
de cette affaire Non, quand on va décider et que la SNPT se portera mieux. Oui, quand on décidera, quand on va vouloir que la SNPT se porte bien, se portera bien. Et pour qu'elle se porte bien, il faudrait que la gestion soit transparente et claire. Aujourd'hui, c'est démontré qu'on ne sait même pas où vont les fonds de nos phosphates. Oui, mais comment c'est possible? Parce que chaque fois quand vous... Abia le Franapti d'en parler, mais c'est inconcevable qu'on ne sache pas où vont l'argent. C'est pas moi qui le dis. Il y a plusieurs SNPT. organisations internationales qui ont fait des enquêtes aussi qui le disent. Le phosphate togolais, on ne sait pas où vont les fonds. En tout cas, depuis ces 10 dernières années ou 15 dernières années, on ne sait pas où vont là. Et pourtant, on dit qu'il y a l'entreprise fonctionne. Demande à Cloméga, les Cloméga et consorts qui sont dans tout ça. Qui font pousser les immeubles en ville. En ville, un individu qui, juste parce qu'il a été administrateur, je crois, à un moment de la SNPT, voilà aujourd'hui ce qu'il est en train de pousser en face de l'ONATO là-bas, nouvelle. Mais on te dira que non, c'est un monsieur qui travaille. Mais ailleurs, on cherchera à comprendre où il a trouvé tous ses moyens. Parce que tu sais, la liquidation, parce que c'est lui qui a géré le processus de liquidation. La liquidation, c'est beaucoup d'argent, c'est du business pour certains. Il y a beaucoup de sous dedans. Telle facture, si je dois te la payer, tu dois donner tel pourcentage, et ainsi de suite. Mais moi, je dis, quand le président de la République, quand le gouvernement, quand ceux qui dirigent ce pays vont vouloir que la gestion de nos sociétés soit transparente, et que nos sociétés décollent, comme on a dit au Maroc, notre phosphate, on dit il est meilleur que celui des Marocains. Mais pourtant, pourquoi eux ça a marché chez eux. On a même désormais le phosphate carbonaté. Mais tout ça, les gens sont en train juste de chercher à encore donner un permis d'exploitation à une société qui viendra encore l'exploiter. Les zones minières là, regarde comment les populations vivent là-bas et meurent là-bas. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, quand tu vas dans les zones d'Aboudrafo et qu'on soit en allant, en Vougan, tout ça, les gens commencent à pousser quoi? Des dents jaunes. Les dents sont devenues jaunâtres. Parce que quoi? On a tellement lavé, ou comment vous appelez ça, c'est le processus, pour essayer pour extraire le phosphate, que la mer, par la zone là, que si tu y vas, tu verras que la mer est devenue jaune. Et comme les gens boivent l'eau de pluie, tu vois, tout est contaminé. Oui, tout est contaminé. La nappe phréatique est totalement contaminée. Et les gens poussent des maladies. Ailleurs, j'ai dit, c'est un scandale d'État. On parlera, Greenpeace serait ici, ça serait un procès incroyable. Et l'État va payer. Et ça ne veut pas dire que tu es opposant quand tu vas te révolter contre des choses comme ça. Non, il ne s'agit pas d'être pro-pouvoir ou contre-pouvoir. Oui, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas ça. Moi, je dis, j'ai fait un article là-dessus où j'ai dénoncé et appelé à ce que les cadres ou les sociétés, les associations environnementales portent plainte. Pas se rebellent, mais portent plainte contre la SNPT ou l'État togolais. Mais déjà, des autorités m'ont appelé pour dire, mais pourquoi vous jouez à l'opposant? Pourquoi mais tu n'es pas opposant? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que ça, c'est une question d'opposant? Voir des populations mourir, personne ne dit rien. Les populations que l'État est censé protéger. Dans les zones, il n'y a même pas des écoles dignes de nom. Il n'y a rien. Mais, je voulais juste dire, je voulais juste dire un truc. Vous voulez comprendre la parole? juste pour dire que Fabrice a dit quelque chose d'important, c'est-à-dire le chantage que les gens font aux premiers dirigeants en disant bon, est-ce que vous savez ce qu'on a fait pour que vous en arrivez là? Mais un chef d'État ou un dirigeant d'un pays, c'est quelqu'un qui se met au-dessus de tout ça et qui frappe les gens quand il s'agit de frapper, parce que quand il s'agit des questions de corruption et tout ça, même si vous m'avez rendu un service, pour l'image du pays, même ma gouvernance, il n'y a pas de sentiment. Vous avez vu quelqu'un comme Paul Biya, on a beau lui dire tout ce qu'on pense de lui, sa longévité au pouvoir, tout ça. Quand il s'agit de prendre des gens dans son entourage, il y a au moins 3 gouvernements actuellement au Cameroun qui sont en prison. Au moins 3 gouvernements en prison aujourd'hui au Cameroun. Et donc, je pense que tant qu'on ne va pas se décider à foutre certaines personnes en prison, qui se sont enrichies au vu, au su de nous tous, c'est-à-dire que des gens venus de nulle part, dont les parents n'ont pas été des grands industriels, des héritiers, et qui sont devenus des milliardaires. Des gens comme les Damipi. Il semble que le Togo en compte aujourd'hui une quarantaine. Excusez-moi. Des gens comme les Damipi qui ont fait énormément du mal dans le secteur minier et de l'énergie. Oui, énergie. Des gens comme Barké. Depuis que nous on était dans le ventre de nos mamans, on a dit Barké. Barké. Barké, on dit qu'il a fait quoi? Quelle étude? Il a fait des études de pont et chaussée. Je ne sais pas quel pont il a construit dans le pays. Je n'en ai pas vu un seul. Et ce monsieur est toujours au cœur de beaucoup de scandales quand il s'agit des mines et de l'énergie. Personne ne les inquiète. Les contours globaux, tout ça, c'est eux qui ont organisé ça. Oui. Vous voyez? Et donc, tant qu'on ne va pas foutre ces gens en prison, les femmes qui ont pris tout l'argent de toute une route, et qui sont là, mais attendez, des gens qui sont là, qui achètent des portes blindées de 3 millions pour leur maison, leur chambre.
actuellement. Vous avez appris ça où? Mais allez chez nos femmes, allez voir comment les portes qu'il met dans ses maisons, je ne sais pas, ils protègent quoi. Et donc ces types-là, tant qu'on ne va pas les foutre en prison, on va dire, oui, ce sont des gens qui m'ont servi, parce que si je les enlève, leur communauté vont protester, ou bien mon pouvoir va se fragiliser. Vous-même, vous allez vous noyer, parce que à un moment donné, ces scandales-là sont insupportables. Les gens sont fatigués de voir tout le temps des voleurs partout, mais que personne ne leur fasse absolument rien. Qui nargue. Et qui nargue les populations. C'est pas normal, ça, je suis d'accord avec vous. Fabrice, et puis je donne la parole. Non, Allez-y, bon, Fabrice. moi, je sais pas s'il faut citer des noms ici, je n'ai pas de preuve contre X ou Y, mais c'est que la réalité, c'est qu'on a constaté quand même qu'il y a une défaillance dans la gestion de certaines de nos sociétés comme la SNPT. Et aujourd'hui, on paye le lourd tribut par rapport au faux départ qu'on a eu à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on licencie les gens au niveau de la SNPT, pour ceux qui ont connu ce qu'on appelait l'OTP à un moment donné, ou même on prenait des lycéens pour des stages à ce niveau, on peut s'étonner aujourd'hui quand même qu'on dise qu'on peut pas garder le personnel et aller jusqu'à le virer. Et donc aujourd'hui, c'est vrai quand même que depuis que le chef de l'État est arrivé au niveau du pouvoir, à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte d'état de grâce. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça dure un peu trop. Et qu'il est temps de donner des exemples aux générations futures. Parce que les exemples, c'est quoi? C'est quand on prend des gens, on les juge normalement comme il se faut et on les condamne pour... Et les jeunes générations sont là. Moi, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, j'étais très petit, mais j'ai toujours en idée l'histoire de la clé. La clé, oui. C'est autour de 13 heures. On l'a sauté, on a donné les mobiles, même les petits-enfants le savaient. Depuis un temps, Et donc, donc, on ne donne plus les raisons pour lesquelles on débarque les gens. Justement, c'est pour cela que je dis il faut à un moment donné mettre fin à cet état de grâce-là. Parce que Ford l'a dit dans un discours qu'il allait mettre fin. On a donné beaucoup de temps aux gens de faire leur mue, mais on constate que ça ne change pas. Donc, il faut commencer par servir des exemples aux générations futures. Et les exemples, ça passe par des actes comme cela. On dira, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a pris l'argent de l'État, on l'a mis en prison, ceci. Et ça marque les enfants. On le voit tout le temps au Cameroun. Justement, ça marque. Quand on décore aussi, c'est la même chose. Quand tu décores, l'enfant qui est devant la télé, il demande pourquoi on l'a décoré. Il faut que l'enfant lui dise que c'est parce qu'il a fait tel. Et l'enfant va vouloir demain. Mais on dit c'est un tueur, mais on l'a décoré. On a des Benalla partout, on les décore. Je vous interrogerai sur ce, rassurez-vous. Loïc. Je crois que, vous savez... C'est le sujet qu'il faut donner normalement au CPT. Un État... Allez-y, Abi Alpha. Une république, c'est comme le moteur d'une voiture. Un moteur, il y a certaines pièces, quand ça rentre en difficulté, il faut tout remplacer. Certaines pièces ne se changent pas. Notre république est arrivée à un niveau où rien ne peut se changer. C'est comme ça que moi je vois. S'il vous plaît. C'est pas vrai, Abi S'il vous plaît. C'est arrivé à un moment où il y a des pièces qui sont foirées et tout s'est écroulé. Vous allez voir l'évolution. La corruption là, je dis bien, il y a au moins 10 ans que moi j'ai dit, dans mes titres, j'ai dit impossible miracle économique de Faure Gnassingbé. Nous y sommes. Je vous donne un exemple. Vous savez, le président, le directeur de la SNPT qui aurait fait le plus court séjour, c'est-à-dire à la tête de la boîte au temps d'Iyadema, c'est parce qu'on a amené une cantine pour qu'il remplisse. Il a rempli, on devait prendre, il fallait signer. Le preneur a refusé de signer et à 13h on l'a sauté. Quand le chef de l'État voyage, on sollicite des entreprises, c'est ça qui a fait partir entre-temps un ministre des Finances. Il a fui, il s'est retrouvé aux États-Unis actuellement, un de ses enfants travaille ici à la présidence. C'est ça qui a fait fuir son papa. Il faut donner le nom. C'est ça qui a fait fuir son papa. T'as vu? Le monsieur, on a amené quelqu'un, il faut remplir parce que le père veut voyager. Lui aussi prenait. À chaque fois qu'il remplit, il fait les photocopies, il garde. Parce que pour le preuve, ça, on lui dit il faut amener telle somme de telle coupure, telle somme de telle coupure, telle somme de telle devise. Donc il faisait des photocopies, garde. Le jour où ça, politiquement, on le soupçonnait, on envoyait l'inspection d'État. Il a sorti les preuves, on devait le prendre, c'est comme ça il s'est retrouvé aux États-Unis. Ce n'est qu'un exemple. Le monsieur à la SNPT, quand ça a foiré là-bas, on a commencé par prendre la SNPT, on envoie sur une liste, envoie telle somme de telle devise, telle somme de... Il a préparé la cantine pour prendre, il dit signer. On ne signe pas. C'est dans ces conditions qu'il est parti. L'ancien premier ministre
Kofi Sama, vous savez pourquoi il a démissionné du conseil d'administration de la CNPT? Non. Exactement. C'est à cause de la mauvaise gestion. Il ne pourra jamais le dire. Il vous a dit ça à vous. Mais s'il vous plaît, les informations, mais ceux dont on parle ici, parfois, ce n'est pas forcément eux qui nous disent. Moi, j'ai toujours dit ici que celui sur qui j'ai publié une information dont je serai toujours content, c'est Seko. Jusqu'au jour où on se parle, au nom de la Kaba que j'ai vu, je n'ai jamais serré la main au nom de à ce monsieur de Seko. Je ne le connais pas. Mais j'ai parlé de lui sur des informations autour de lui qui ne peut pas nier. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être concerné pour nous donner des informations. Le monsieur, un bateau est parti. Le bateau est parti avec une cargaison avec facture pour que l'argent revienne. L'argent est revenu à moitié. Et c'est normal qu'il réclame. Quand il a réclamé, celui qui a mis l'argent sur la main sur l'argent, c'est un membre du conseil d'administration. Très bien. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il a dû démissionner. Donc moi je pense qu'on ne peut pas tout dire, mais si on veut guérir la plaie, on sait quoi faire, quoi. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup à Abi Alpha. Il y a un autre sujet aussi également sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le scandale au niveau de l'éclairage public. Sur les factures, vous voyez, les 1 franc, tout ça qu'on paye. Et ce matin, vous en parlez dans votre journal, Ferdinand. Le scandale est à quel niveau? Encore la CET dans le collimateur? C'est la longue liste. On ne va pas en finir, même si on nous donne 2 heures de temps encore, on ne va pas finir avec les scandales. Vous avez vu que depuis un certain temps, il y a un peu de lampadaires solaires un peu partout, jusqu'à l'intérieur du pays, même dans les villages les plus reculés. On vient mettre deux panneaux solaires soutenus par des poteaux. Et puis bon, faites un peu le tour pour voir combien de panneaux fonctionnent encore. Beaucoup ne s'allument plus, même à Lomé ici dans certains quartiers. Mais c'est de la lampadaire solaire, non? Oui, ça ne s'allume plus. Il n'y a plus de soleil? Oui, non, c'est pas qu'il n'y a plus de soleil. Le problème, la batterie est foutue? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens font venir, mais c'est beaucoup d'argent, parce qu'on a pris des fonds. Le mois, on a pris les fonds chinois pour installer ces lampadaires. Et aujourd'hui, certains n'ont même pas fait 2 ans, ça ne fonctionne pas. Alors que cet argent, on aurait pu l'utiliser pour faire l'extension normale de l'électricité dans tes villages. Vous imaginez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le matériel qu'on fait venir ici pour installer les lampadaires ne sont pas adaptés. Vous savez, les lampadaires, il y a 2 techniques. Il y a une technique où la plaque solaire et la batterie sont totalement suspendues en l'air. Il y a une autre technique où la plaque est en l'air, mais la batterie est enterrée. Or, cette technique-là ne sied pas à notre pays. Or, c'est ça qu'on utilise parce que une fois que la terre se réchauffe, ça touche la batterie. C'est comme vous avez un téléphone, à force de le charger, la batterie elle devient hors d'usage. Et donc, les batteries lâchent. Et une fois que les batteries lâchent, et puis les plaques ne sont pas de bonne qualité. Dès que la poussière couvre la plaque solaire, la plaque ne capte plus de l'énergie. Et donc, vous allez un peu en ville, vous allez voir jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'à Dapan, vous allez voir qu'il y a plusieurs panneaux solaires qui ne fonctionnent pas. Or, vous savez combien on facture un seul panneau solaire? Non. 1 300 000. Un seul? Un seul panneau solaire. 1 million. Et c'est de la surfacturation, mais c'est à ça qu'on se facture à l'État. Donc, si vous avez sur une route 10 panneaux solaires... Pourquoi est-ce qu'on parle de surfacturation? Oui, c'est-à-dire que les gens... Il y a un réseau. Ceux qui ont gagné ce marché, il y a un c'est réseau. leur proposition de prix. Oui, il y a un réseau. Les gens acceptent non, le prix. mais vous savez comment ça se passe au Togo. Dès qu'on parle d'énergie renouvelable, c'est maintenant ce qui attire beaucoup plus d'argent. Oui, c'est l'énergie renouvelable. Les gens rentrent dedans pour se faire de l'argent. Et ça, c'est un scandale qui touche carrément un certain nombre de responsables qu'il faut éclaircir. Parce qu'il ne faut pas venir tromper les gens quand vous avez apporté de la lumière dans les villages et puis 2 semaines après, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a plus rien. Vous voyez, vous savez que l'énergie solaire, c'est très coûteux. Et donc, et même dans notre propre village Lomé, le système même d'éclairage de notre capitale est totalement, je ne sais pas comment dire, est totalement, c'est un système qui n'a pas de sens. Vous savez que l'éclairage public, pour l'éclairage public, il faut forcément une étude d'éclairage public avant d'installer les poteaux. Oui, bien sûr. Chez nous, c'est comme on installe les poteaux comme on veut. Et vous savez que quand vous prenez aujourd'hui certains acteurs, vous avez certains lampadaires qui sont allumés, d'autres ne sont pas allumés. Et il y a des risques d'accident. Vous savez que quand vous roulez à voiture, l'œil s'adapte à l'éclairage. Mais lorsque vous avez des éclairages discontinus, éclairage obscurité, vous avez toute la latitude de faire un accident. Si vous prenez le boulevard de la Cara, vous allez voir de manière discontinue éclairage, obscurité. Et donc, on est dans une ville où on facture l'éclairage public sur les factures domestiques. C'est un franc d'impulsion. Mais on n'arrive pas à entretenir les lampadaires, on ne les remplace pas, le matériel est désuet.
Et on est en ville comme Et ça. il y a beaucoup de localités où il n'y a même pas de lampadaire. Mais c'est quand même dommage. L'éclairage public, mais vous avez sur vos factures, vous payez quand même cet éclairage public. Très bien. Merci beaucoup, Ferdinand. Un autre sujet, on va l'aborder tout à l'heure avec Fabrice, qui dit c'est la politique et la CEDEAO. Ce que la CEDEAO ne fera pas mardi prochain. Mais avant, Loïc, vous avez parlé de Benalla, cette affaire qui quand même jusqu'à ce matin n'est pas encore terminée. Hein. En France, où beaucoup ont été interrogés, écoutés, je veux dire, par l'Assemblée nationale, le Sénat, même Alexandre Benalla lui-même, on a perquisitionné son bureau et son domicile hier. Au Togo, il y a 1000 Benalla, c'est ça? Oui, beaucoup ont compris que c'est une manière un peu de caricaturer la chose. Bon, les Benalla, on en trouve beaucoup au Togo, mais sauf que ça ne met personne. C'est-à-dire, pour nous ici, c'est normal que quand tu es avec quelqu'un, que tu puisses faire le zélé, comme tu le penses. Tu vois, on a, pour un peu, comment on dit ça, faire le lien, on a fait une éditorial pour citer la République exemplaire. Exemplaire. Voilà, je te donne un exemple banal. Quand tu prends Macron, une semaine avant l'affaire Benalla, c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, bien sûr, avec la France. Il s'est prononcé, il a pratiquement récupéré, il jubilait. Il a parlé. Et quand il s'est agi de Benalla aussi, il a accepté aussi comment on dit ça, porter le chapeau. Oui. Tu comprends un peu? C'est pour dire, quand on est chef pour le bien et pour le mal. Et quand, il faut assumer. Et il faut assumer. Et surtout quand tes collaborateurs déconnent, parce qu'en politique, la morale, contrairement à ce que les gens ne savent pas, la morale joue un rôle très important. Très, très important. Quand tes collaborateurs déconnent, tu dois aussi pouvoir frapper. Mais les Benalla au Togo, moi je dis, c'est pas seulement autour du chef de l'État, non. C'est dans l'administration et partout. À main levée, va dans une direction d'une société. Tu verras qu'il y a toujours des Benalla. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui n'a même pas un niveau, qui est proche du DG, ami DG, c'est lui peut-être le coursier, ou je ne sais pas si c'est lui qui va chercher les enfants, au DG, oui. ou les... C'est-à-dire, lui, il rentre dans le bureau de DG comme il peut. Le directeur cabinet ou le directeur technique, tous lui font la cour, sont derrière lui. Il y en a partout, ce que j'ai dit, les témoignages, les gens peuvent voir. Mais ça ne met personne, c'est normal, quoi. C'est le protégé du DG. Autant pour le ministre. Tu verras des directeurs des cabinets prendre une décision et un simple monsieur dans le ministère, parce que lui, il est toujours avec le ministre, venu lui dire non, c'est pas comme ça, il faut le faire, c'est comme ça. Tu vas avoir des réunions réservées exclusivement à des chefs de service ou à des directeurs, des messieurs qui chaque fois rentrent pour suivre les réunions. Au nom de quoi? Parce qu'il est proche du ministre, de DG. Tout ça, c'est des Benalla pour moi. Et tout ça, c'est des gens à dénoncer. Ça ne se fait nulle part. Des simples chauffeurs qui sont tout puissants. Des chauffeurs? Mais qui sont tout puissants. Moi, l'autre fois, quelqu'un me donnait l'exemple, un cadre d'une entreprise, il était le seul à avoir le courage de chauffer ce chauffeur. Parce que tout le monde craignait le chauffeur. Il est déjà chauffé. Donc, bref, pour dire, les Benalla, on en trouve partout, dans les sociétés, au Togo, privées comme publiques, on les trouve comme ça. Et personne ne parle. On dit tout simplement, et il est avec le DG. Sur le dossier Benalla, au Togo, ici, on a envie de faire le rapport avec ce qui s'est passé en octobre dernier. Vous vous rappelez, au moment quand même où... On a fait allusion. Bien sûr, le débat politique était quand même à son paroxysme avec ces miliciens qu'on a vus dans nos rues. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait constaté cela? Qu'est-ce qui s'est passé après que le général Yark nous a dit que ce sont des groupes d'autodéfense, lorsque Christophe Tchao aussi a répété cela, lorsque le chef de l'État lui-même, dans une interview, a parlé également de groupes d'autodéfense? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ce qui s'est passé en France. Est-ce que ça vous a interpellé vous aussi? Oui, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. D'accord. Oui, c'est vrai que quand on prend au niveau du Togo, on était là à une manifestation politique où des gens se sont organisés pour pouvoir faire la sécurité à la place de ceux qui doivent faire la sécurité. Là, il y a une similitude par rapport à l'affaire Benalla, puisqu'en réalité, ce qu'on lui reproche, c'est une sorte d'usurpation. Oui, il a joué un rôle en réalité qui n'était pas le sien. Alors, mais maintenant, le rapprochement avec
ce qui a beaucoup fait plus de bruit aussi, c'est le lien qu'on a établi entre ce Benalla et puis le président Macron. Oui. Alors ici, c'est vrai, les milices ont joué un rôle qu'il ne fallait pas, ça ne leur revenait pas de faire la sécurité, tout cela et autres. Mais bon, maintenant, le lien avec le chef de l'État, c'est lui, je ne vois pas. Bon, est-ce qu'il venait de la présidence? Est-ce que c'est des gens qui étaient organisés par le premier responsable? Ce que beaucoup Non, de nos ça n'a confrères pas évoqué, forcément. c'est l'impunité quand même. Hein. Chez nous, Oui, c'est ce par que je rapport à ce qui dis. s'est passé en C'est pour France. cela je dis, peut-être en France, peut-être qu'il y avait des Benalla avant même le fameux Benalla. Mais sauf que celui-ci, il est très proche du... C'est comme si, bon, vous êtes là, c'est vous qui deviez garantir la sécurité de tous les citoyens français, et on constate qu'en réalité, vous avez quelqu'un qui est proche de vous et qui pose des actes qui vont à l'encontre de la politique que vous deviez normalement mener. C'est pour cela, ici, je dis, oui, ces gens-là, il faut les poursuivre, rechercher à savoir qui se cachait derrière ces cagoules. Maintenant, là où ça peut se rapprocher un peu de la situation aujourd'hui en France, c'est pour cela que je dis, moi je cherche le lien entre ces miliciens-là qui n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait et les premières autorités, notamment la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le même résultat, c'est-à-dire des gens se comportent... jouent le rôle qui en réalité ne leur revenait pas. Bien. Alors que l'autre, lui, vient de la présidence et c'est démontré que c'est un bras droit du chef de l'État. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer? Ça aurait pu passer inaperçu. Peut-être que maintenant, c'est à nous, on jette la balle. La balle est dans notre camp, puisqu'il a fallu qu'on dénonce. Oui. Sinon... des mois après. Mais pourtant, ça a fait du 2 mois et demi. 2 mois après. Mais ici, on te dirait c'est vieux. Ça risquait de passer inaperçu, puisque je crois que la présidence était plus ou moins au courant que le gars a posé de tels actes. Oui. Bon. Mais maintenant, là, si la presse n'avait pas agi, peut-être que ça passerait aussi inaperçu. Bien. Je crois que pour comprendre les déchirements, il faut faire un petit parallèle. En France, tout comme au Togo, on a parlé de manifestation. Au Togo, les gens manifestaient. En France, les gens manifestaient. En France, quelqu'un qui n'est pas un corps habillé s'est mis sous la peau de corps habillé, il est intervenu. Au Togo, des gens qui ne sont pas des corps habillés sont intervenus. Et causé avec des militaires. Vous comprenez, non? Maintenant, la différence, c'est qu'au Togo, c'est un groupe organisé. Plus techniquement organisé, ils sont intervenus. Là-bas, on peut dire que c'est un acte isolé qui, c'est vrai, éclabousse. Et pourtant, ça a quand même enflammé la scène politique. Qui éclabousse. Mais ici, c'est en bande organisée. Si, au moment où ces messieurs commettaient l'acte, on pouvait excuser l'autorité. Après l'acte, quand la presse a dénoncé, les discours qui ont suivi, quand les autorités voulaient justifier l'acte, ça résume que c'était une activité organisée au sommet. Les gens savaient que des Benalla devaient sortir sur la route. Donc c'est là, il n'y a pas de polémique. C'est à l'image du pays. Et je crois que c'est de ça qu'accouche l'impunité, quoi. Ferdinand. Oui, c'est ça tout ça qui démontre que nous avons du chemin à faire, que nous vivons sous le sceau de l'impunité et que notre pays est loin d'être un pays véritablement démocratique. Ce qui est reproché à Macron en France, c'est d'avoir au fait entretenu une police parallèle à la police d'État. C'est en fait ça, c'est extrêmement grave que le président de la République qui est chargé, dans la première des responsabilités de protéger les citoyens, entretient une police privée. Un individu qui n'est pas policier, mais qui met les brassards de policier pour aller tabasser les gens dans la rue, les casques et tout ça. Et vous avez cette vidéo, forcément, si vous faites bien vos enquêtes, elle ne vient pas, qui a été transmise au journal Le Monde, certainement vient de la police en France. Oui, bien sûr. Oui, parce que qui en avait marre que des individus comme ça viennent usurper leur tenue pour faire la loi dans les manifestations. Vous voyez. Et donc, c'est ce qui est reproché à Macron, c'est ce qui fait un scandale d'État. Vous voyez, le fait que le chef de l'État paye quelqu'un qui est un barbouze, qui usurpe les responsabilités de la police pour se faire la loi dans la rue. Ici, on a eu le même schéma, mais ici, contrairement en France, les premiers responsables ont tenté de justifier la chose en disant que c'est des groupes d'autodéfense. C'est ça qui est extrêmement scandaleux et grave, parce que lorsque vous voyez des individus qui, on ne sait pas véritablement quelles responsabilités ils ont, qui opèrent à côté des forces de l'ordre, qui ont des fusils et qui ont des machettes et qui participent à arrêter des gens ou à frapper les gens dans les rues, et que les premiers responsables du pays qui ont la mission de protéger les citoyens viennent vous dire, autant le ministre de la Sécurité, autant le président du groupe parlementaire uni, et autant le président de la République, même dans son interview à Jeune Afrique, qui dit c'est des groupes d'autodéfense, sans
qu'on ne prenne des sanctions contre eux, je pense que c'est grave. Mais bon, c'est Oui, le oui, bien oui. qu'on peut faire. Là-dessus, même si on dit que c'est des groupes d'autodéfense, est-ce que ça les excuse? À mon avis, non. Parce qu'il ne revient pas à un citoyen d'organiser sa défense, puisque c'est l'État qui organise la sécurité de tout le monde. Que ce soit milicien ou groupe d'autodéfense, je crois que tout ça là, ça tombe sous le coup de la loi. C'est pour cela que je dis, bon, je ne pense pas que cet argument-là soit balancé par les autorités pour essayer de justifier leur existence. À l'époque, on nous a dit qu'on allait diligenter une enquête. Justement. Alors ça voudrait dire que l'autorité n'était pas dans la logique de protéger ces gens-là, parce que miliciens ou autodéfense, ça tombe sous le coup de la loi. Et comme toujours au Togo, on n'a pas les résultats de l'enquête. Jamais. Et tu crois que c'est un peu ça qui Il y en aura. Ça s'ouvre, ça ne se ferme jamais. C'est des enquêtes impossibles. C'est un peu ça qui a fait aussi partie notre ami et Lata, rappelle-toi. Niaman Lata, oui. Oui, parce qu'il y a eu des moments où des gens prenaient... Avec des gaz lacrymogènes qui se sont retrouvés finalement dans l'enceinte d'une église pas même catholique. seulement... Oui, ça, c'est des scandales comme ça qu'on a eu. Il y a eu des choses que des actes que les gens ont commis, et Lata a publiquement dit ici des médias internationaux qui n'est même pas responsable, il ne sait même pas qui a fait ça, que lui il est un homme de Dieu. Tu comprends? Mais là c'est grave. Oui, il avait dit bien sûr. Ça voudrait dire qu'il est ministre de la sécurité, mais la sécurité lui échappe. Oui, en fait c'est ça. C'est désolidarisé du crime. Oui, si tu comprends, non, c'est des bénalas comme ça. Mais en même temps, quand on avait écouté le général, colonel à l'époque, quand il disait groupe d'autodéfense, on avait le sentiment qu'il ne savait pas ceux qui ont fait ça, mais il veut couvrir. Le ministre, rappelle-toi d'abord le matin, je me rappelle très tôt. Oui, le matin. Très tôt, une radio de la place l'a pris. Et il disait que non, ça ne peut pas se passer comme ça, qu'il va aller voir de ses yeux pour essayer. Mais quand il est revenu pour dire que c'est des groupes de défense. Oui, quand il est allé, je crois que les gars l'ont approché, c'est ce que j'ai appris, certains l'ont approché, et puis bon, il a compris que ça le dépasse. Et il a voulu justifier. Oui, et il était obligé de dire que c'est des groupes de défense. Nous, on les a vus à Tikoumé en train de causer avec les militaires. Oui, est-ce qu'il a justifié? C'est-à-dire justifier voudrait dire qu'il reconnaissait, c'est comme si ces gens-là étaient en train de faire quelque chose de normal. Non, c'est comme cela, moi je comprends justifier. Merci beaucoup, on a 5 minutes environ, on va y aller très rapidement sur la question politique. Nos regards sont aujourd'hui tournés vers la CEDEAO le 31 juillet prochain à Lomé. Qu'est-ce que la CEDEAO ne fera pas, Fabrice, dans le dossier togolais, puisque c'était le titre de votre éditorial mercredi dernier? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, on attend le 31 juillet comme si on attendait le 31 décembre ou le 1er janvier. Et on a l'impression que le résultat du bac. Le résultat du bac, bien évidemment, pour ceux qui ont une fois parce que c'est le plus grand examen. Fait l'expérience. Mais on a l'impression, quand vous voyez des analyses de part et d'autre, on sent quand même que les Togolais, la classe politique, attendent beaucoup de choses cette date-là. Oui. Et donc, quand vous voyez surtout du côté de l'opposition, on pense à beaucoup de choses, même si on a l'impression que certaines organisations de la société civile ont déjà compris en réalité ce qui va se passer et ne se font pas trop d'illusions. Alors c'est pour cela, nous, dans notre éditorial, la conclusion, c'est qu'on se dit que cette date entendue la montagne risque d'accoucher d'une souris, parce que peut-être que les gens attendront que la CEDEAO prenne des décisions qui répondent à leurs aspirations du genre, tel ne sera pas candidat à telle ou telle élection, tel peut écourter son mandat pour donner la voie à une certaine transition et autres. Et c'est pour cela que nous sommes revenus sur certains éléments pour dire qu'en réalité, les gens sont en train d'attendre la CEDEAO à un niveau où il ne la verra pas. Mais la conclusion, c'est que la CEDEAO n'ira pas à l'encontre des aspirations du peuple togolais. Bien sûr. Et même si aujourd'hui, en ce qui concerne la candidature du chef de l'État qui fait polémique, je suis d'accord que dans les coulisses, la CEDEAO peut faire quelque chose, mais dans aucun communiqué n'apparaîtra officiellement quelle est la position de la CEDEAO vis-à-vis de l'actuel président en ce qui concerne sa candidature. Officiellement, non, mais dans les coulisses, beaucoup de choses peuvent se discuter. Et c'est pour cela que nous disons que la montagne risque d'accoucher d'une souris le 31. Loïka. Bon, et puis on a vu cette semaine la sortie de Gilbert Bawara. Bon, un peu plus rassuré ou peut-être est dans une sérénité qui dit pas son nom. Il a parlé ça pour ne rien dire, genre de l'intimidation, genre on intimide l'adversaire. Moi, à mon avis, c'est ça. Dans ce pays, il nous a dit qu'il y aura dialogue entre Togolais, il n'y aura pas de médiateur. Après, on se retrouve avec le médiateur. Bawara est spécialisé dans ces genres de propos. D'accord, allez-y. Il faut laisser tomber. Moi, je pense que la CEDEAO doit être assez pragmatique. Et je crois que c'est ce qui va se passer.
il n'y aura pas Faure Simbe. Et la Constitution, quoi qu'on dise, juridiquement, légalement, il a le droit d'aller. Donc, ce qui se passe, et que la CEDEAO a compris, c'est que le Togo, et comme l'a dit lui-même le président ghanéen, le problème du Togo, c'est les élections. Tu te rappelles quand les Toki, les parquets sont allés le voir au Ghana pour dire non, il faut qu'on aille aux élections. Pour les mettre dos au mur, là, c'est la seule chose qu'il leur a dit, c'est est-ce que vous savez que le problème du Togo depuis, c'est les élections? Ils sont revenus. Les élections étant le problème du Togo, c'est de faire tout. D'abord, accepter que tout le monde aille, y compris Faure Simbe, mais de faire tout pour que ces élections soient les élections les plus transparentes qui n'ont pas existé. Et s'il le faut, en mettant comme en Guinée un président de la CENI étranger, puisque Alpha Condé, s'il est venu au pouvoir, c'est parce qu'il y a un président de la CENI neutre qu'on est parti chercher. Ouattara, s'il est venu au pouvoir, c'est parce qu'il y a une supervision de l'ONU et de l'Union européenne. Comme ça passe au Togo en 58. Voilà, donc c'est des trucs que le président de la CEDEAO peut facilement comprendre parce qu'il y a au moins 2 cas parmi eux. Et maintenant, faire en sorte que l'élection dans tout son truc à CENI, Cour constitutionnelle, soit réformée et faite. Comme ça, on ira à une élection où tout le monde ira. Bien. Et les résultats ne seront pas contestés. Bien. Je crois que c'est la meilleure. Non, moi je pense que je ne vais pas faire les spéculations sur ce que la CEDEAO va dire, parce que je ne suis pas là où ça se décide. Mais ce que je pense, c'est que... Vous semblez aussi qu'on est dessous quand même de la visite de la C14 à Accra. Oui, eux, ils sont allés réitérer leur position au facilitateur. Et Barra aussi a fait le tour de plusieurs capitales ces jours-ci. Et, chacun essaye d'aller se faire comprendre. Hein, et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura une prescription, certainement. Nous sommes malades, il y aura une ordonnance. Et je ne sais pas quel genre de produit. Je ne sais pas si on dira de prendre du sérum ou des piqûres ou tout ça. Mais ça sera certainement concentré sur les questions de réforme et puis peut-être dans un délai bien précis et tout ça. Je ne sais pas si on demandera de mettre en place un gouvernement de mission ou de transition pour les réaliser. Le mot transition je n'en sais rien. Mais toujours est-il que la question de 2020 ne sera pas décidée dans une quelconque feuille de route maintenant. Ça se discute dans un autre cadre, karma. Et ça, il faut que les gens le comprennent. C'est dans un autre cadre que ça se discute. Et on attendra de voir ce que ça donnera parce que c'est trop tôt pour dire on a décidé ci, on a décidé ça. Mais il ne faut pas attendre grand-chose de cette feuille de route-là, à part le fait que, on va nous dire, écoutez, il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes pour pouvoir avancer. Alors, comme vous l'écriviez ce matin, les églises évangéliques et méthodistes préviennent sur la capacité du peuple togolais à prendre son destin en main. Et puis, ces églises invitent aussi la CEDEAO à mesurer la gravité de la situation au Togo. Abi Alpha, pour terminer. Ouais, je crois que les amis ont dit l'essentiel. C'est vrai qu'en politique, on sait ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc, l'opposition aussi n'est pas dupe, tout comme le pouvoir qui sait ce qu'il est en train de faire. Donc, je crois que le 31 serait décisif. Je crois que quand il y a au moins 1 mois et demi ou bien 2 mois, quand je parlais de feuilles de route ici, c'était comme une chimère. Maintenant, à l'époque, je me rappelle que je disais que c'était en 2 tableaux. Soit on donnera à M. Faure Simbe l'opportunité de choisir, c'est-à-dire une option ou bien une autre. Ou bien alors, on choisit une option qu'on impose plus ou moins. Donc, je crois que le 31, ça sera décisif. Ça va dessiner beaucoup d'orientation. Par rapport à l'opinion qui attend beaucoup, c'est son droit, parce que vivre 51 ans sous une dictature, c'est pas facile. Tout de suite, nous avons épluché les différents dossiers de l'État. Tout ça, là, ça résume au fait que des gens ont du retour au pouvoir. Et la machine est pourrie, elle ne peut pas être guérie. Donc, vivre, elle doit être remplacée. C'est ça le mot. Donc, quand une machine comme ça vieillit, on la remplace. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, les Togolais ont droit d'attendre beaucoup de la CEDEAO. Et je crois que la CEDEAO a déjà commis l'erreur en 2005 de soutenir cette dictature, cette transition alambiquée. Et je crois que pour son image, elle doit faire un effort pour vraiment être au-dessus de la mêlée. Je crois que... on en reparlera. Vous connaissez mon chef d'État, ils peuvent dire on laisse encore les Togolais se débrouiller. On verra. Et le Togolais d'aujourd'hui est différent de celui de 2005. Abi Alpha Izotou, le rendez-vous. Loïc Lasson, flambeau des démocrates. Ferdinand Haïté, l'alternative. Et Fabrice Pechesi, le libéral. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint Rigaton. On se retrouve lundi, la veille, n'est-ce pas, de la décision, de la feuille de route de la CEDEAO. Oui, comment
veille d'armes, hein. Oui, n'est-ce pas? À bientôt, au revoir. Taxi FM. Taxi FM.